Bonsoir, bienvenue à Quartier Général. Ce soir, je vous propose un format spécial sur l'Iran. Depuis fin décembre 2025, on assiste à une révolte, une énième révolte en Iran. Est-ce que c'est une énième révolte ou est-ce que ça va être une révolution qui est en marche? La question se pose. Alors cette révolte est due en fait au coût de la vie, notamment à l'inflation qui a augmenté de 50%, à la dévaluation du rial, qui est la monnaie iranienne, qui a perdu de 30 à 50% de sa valeur. Pour parler de ce sujet, j'ai trois invités exceptionnels. Donc à ma gauche, Rezvan Sandier. Alors bonsoir Rezvan. Bonsoir. Alors on s'était rencontrés au mois de juin 2025 concernant une émission sur l'Iran, Sur la guerre. notamment dans le cadre du conflit israélo-palestinien. Alors je rappelle que tu es membre du collectif Roja, qui est un collectif anticapitaliste et féministe, que tu es chercheuse et militante donc franco-iranienne. À tes côtés, j'ai le plaisir d'accueillir pour la première fois Bahareh Akrami. Alors, tu es dessinatrice et blogueuse. Alors, tu publies notamment aux éditions Delcourt, en tout cas, ta bande dessinée va sortir au mois d'avril 2026. Donc, Une voix pour la liberté. Thomas Saïli, un rappeur iranien. Tu pourras nous dire quelques mots peut-être lors de cette émission sur cette bande dessinée. Alors pour nous accompagner tous les trois, il nous fallait un géopolitologue. Donc j'ai vraiment le plaisir d'accueillir Emmanuel Dupuis. Bonsoir, plaisir partagé. Bonsoir. Alors Emmanuel Dupuis, tu es président de l'IPS, qui est l'Institut Prospective et de Sécurité en Europe. Tu es professeur géopolitique au sein de l'École des hautes études internationales. Puis ce qui m'a en fait un petit peu interpellé, c'est que tu as publié là récemment, donc le 15 janvier 2026, un article donc dans la revue Nouvelle Revue Politique dirigée par Arnaud Benetti, donc un article coécrit avec Abbas Kaïdari, autant pour moi, j'espère qu'il me pardonnera. Pourquoi l'Iran au bord du gouffre? Pourquoi la France doit-elle soutenir ce mouvement de libération? Donc c'est dans la Nouvelle Revue Politique. Aujourd'hui, on est quand même, je tiens à préciser, nous sommes le 7 janvier de 2026. Donc d'ici là, en fin de compte, c'est une émission enregistrée. D'ici là, l'actualité peut changer sur la situation en Iran. Donc évidemment, on va discuter de ce qui se passe à la date d'aujourd'hui. Alors moi, ma première question, et je crois que c'est pas là, il n'y a pas que moi qui se pose cette question, est-ce que c'est une nouvelle révolte, comme il y a pu avoir dans le passé, notamment à l'automne 2022 avec Femmes, Vie et Liberté, et puis il y a eu des révoltes également précédentes. Je crois que ces dernières années, c'est la 5e révolte. Mais on sent qu'il y a quand même une accélération de ces révoltes, ou est-ce qu'une révolution est réellement en marche en Iran? Va-t-on assister peut-être dans les mois qui vont suivre à la chute du régime? Je vais commencer par toi. Oui, en fait, cette révolte qui a commencé à la fin, à 28 décembre 2025, c'est à la suite des autres révoltes. C'est une forme, en fait, qui est bâtie, en fait, sur les autres mouvements précédents, notamment Femmes et Liberté. Et cette révolte s'est lancée suite à une inflation de prix, inflation générale et un doublement de prix de l'or et la dévaluation de prix de monnaie iranien. Est-ce que ces révoltes, est-ce que cette révolte c'est une révolution? En tout cas, au début, c'est bien parti.
C'est très bien parti. C'est une révolte qui avait un ampleur encore inédite par rapport aux autres mouvements précédents. Après le blackout d'Internet, blackout total d'Internet, malheureusement, on ne sait pas ce qui se passe exactement dans les roues. Et c'est difficile à dire que ça va aboutir à une révolution où ça va être réprimé parce que, encore une fois, l'ampleur de la répression, c'est vraiment inédite, même dans l'histoire de répression de la République islamique. Très bien. Bahareh, qu'est-ce que tu en penses? Tu as des éléments à ajouter? Oui, alors déjà, effectivement, vous avez parlé donc, de cette dernière, puisque effectivement il y en a eu plusieurs, il y a eu plusieurs mouvements de protestation et en fait on se rend compte que de plus en plus en fait ces mouvements ils se rapprochent. Par contre, juste j'apporterai une nuance, c'est que vous l'avez un peu présenté et souvent c'est comme ça qu'on le présente, comme un mouvement contre la vie chère ou voilà, qui était effectivement c'était un des déclencheurs, mais c'était pas que ça, parce que justement c'est une lame de fond en fait, et le mouvement Femmes Vie Liberté, ce mouvement-là, il a permis, c'est le mouvement Femmes Vie Liberté qui a permis aussi à ce mouvement-là de s'enclencher aussi vite. Donc certes, ça a commencé dans le bazar, contre voilà, ces questions économiques et tout ça, mais tout ce qu'il y avait derrière, c'était aussi des questions de liberté, de justice et tout ça. Donc la différence entre ce mouvement avec peut-être les mouvements précédents, il y a 3 points en fait moi que je vois, c'est qu'il y a une différence factuelle déjà. Par rapport au mouvement précédent qui était donc le mouvement Femmes Vie Liberté, c'est la durée. Là, en fait, ce mouvement, il s'éteint pas, malgré la répression extrême. Et Rezlan vient de le dire, en fait, il faut le souligner, à l'instant là où on est en train de parler, les chiffres, ils sont incroyables. D'accord. Et c'est pas que des chiffres, c'est des milliers de morts. Et donc, déjà ça, le fait que... alors, excuse-moi de t'interrompre, je donne des chiffres hein, quand même. Ouais. J'ai pu avoir, alors, il y a entre 3428 décès, ça c'est l'ONG... Iran Human Rights, et 20 000 morts. Enfin, voilà. La marge était énorme, mais effectivement, c'est pas... Et à cause du blackout, en fait, on ne peut pas vérifier ces chiffres, et notamment, on ne peut pas les vérifier non plus parce que la République islamique ment toujours. Donc, ces chiffres ne peuvent pas être vérifiés. Mais à cela, en plus, à ces chiffres qui sont... On parle de 5 jours, 5-6 jours, 5-6 jours, quoi. C'est quand même incroyable. À titre d'exemple, au début du printemps arabe en Syrie, le régime d'Assad, il n'avait pas tué autant de personnes en une semaine. Hein. Donc, faut le voir, quoi. Et c'est des manifestants désarmés qui n'ont rien. On leur tire avec des mitraillettes. Donc, c'est un massacre. À ce chiffre, en plus, il faut rajouter le nombre de prisonniers, de personnes qui ont été arrêtées. On parle et là c'est toujours les chiffres selon les ONG, on parle de près de 20 000 personnes. Et il faut savoir que la République islamique est quand même un des pays qui exécute le plus au monde. Tout à fait. Alors, excuse-moi, je vais encore t'interrompre. Alors, il y a 800 exécutions. Il devait... alors là-bas, c'est la peine de mort, évidemment, tout le monde est au courant. Alors, il y a 800 exécutions, mais on en reparlera, qui ont été suspendues suite à l'intervention du président américain. Le chiffre exact dans le 2025, c'est 2066. D'accord. C'est 2066. C'est inédit, en fait. D'accord. Cet nombre d'exécutions, voilà. C'est inédit par rapport au passé. Alors, oui. Moi, je n'avais pas fini. Donc il y a donc la différence, elle est d'abord factuelle. Donc là, je viens de vous le dire, sur la durée, sur l'ampleur aussi sociale, parce que ça touche toutes les couches de la population. Et notamment, là, cette fois-ci, les commerçants qui sont sortis au début des manifestations, et aussi sur tous les milieux, les classes urbaines, et aussi pas que dans les grands centres. Et il y a aussi le niveau de confrontation, parce que du peu d'images qui est sorti et déjà au début, avant le blackout, les manifestants, là, ils allaient vraiment à la confrontation. Après, la différence, elle est là aussi plutôt politique, en fait. La population iranienne, elle arrive à un stade où, en fait, elle n'y croit plus.
elle demande plus des réformes, elle demande plus des changements, elle demande c'est vraiment le rejet du régime. Et enfin, la différence que moi je dirais, la dernière qui est la plus importante, c'est la différence existentielle. Et celle-là, c'est celle qui est plus profonde, c'est qu'en fait les gens ils ne se font plus d'illusions en fait sur ce régime. Donc alors j'ai exposé ces 3 points pour vous dire que est-ce que je pense que c'est une révolution ? Moi je pense que oui, effectivement c'est une révolution, mais qui a démarré depuis plusieurs années, et c'est une révolution lente mais qui finira par aboutir. Très bien. Alors Emmanuel, qu'en penses-tu ? Parce que tu parlais des commerçants tout à l'heure. Mais a priori, c'est des soutiens habituels du régime iranien, les commerçants en Iran. Enfin. Alors, et là, on est en face en fait de plusieurs catégories de population en fait qui se. Comme ça a été dit précédemment, je pense qu'on est dans l'évolution d'une révolte, pardon. Il y en a eu plusieurs. Juin 2009, souvenons-nous-en. Manifestation contre la réélection du président Ahmadinejad, c'est une révolte politique qui est réprimée dans le sang. Ensuite, il y a eu des révoltes plus populaires qui étaient déjà liées à l'impact des sanctions. Je rappelle que l'Iran est sanctionné depuis 2006, qu'il y a eu un renforcement des sanctions avec le départ des États-Unis du plan global conjoint d'action, ce qu'on appelle le PACG en français, mais plus communément connu sur le JCPOA, avec le départ des États-Unis en 2018, et puis l'accélération des sanctions avec la décision des 3 pays européens, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, de réengager des sanctions au niveau de ce qu'on appelle le snapback par rapport à l'accord sur le nucléaire. Donc un renforcement de l'intrication, à la fois dans le domaine des attentes sociales. Le contrat social est bloqué et il est même remis en cause en Iran, c'est-à-dire que le régime de Mollah ne peut plus assurer la stabilité économique, vous l'avez mentionné, 30 à 50%, certains disent 80% de la dévaluation du rial, avec une inflation de 52%, et bien évidemment l'augmentation exponentielle du prix de l'or et des devises étrangères qui sont la monnaie refuge parce que le rial est dévalué. Et puis on peut effectivement partir du principe que aujourd'hui on est dans l'aboutissement des précédentes révoltes. Le mouvement vert en 2009, les manifestations de novembre 2019 et de janvier 2020, les manifestations liées à la mort de Mahsa Amini en septembre 2022, qui ont coagulé en fait toute une série de populations qui ont toutes manifesté de manière séquencée et aujourd'hui qui manifestent ensemble. Le mouvement féministe, contre l'islamisme de la révolution de février 79, l'anticléricalisme, avec de plus en plus de voix qui se font insistantes, et je crois qu'on ne le dit pas souvent dans les médias, sur la remise en cause de ce qu'est le fondement du régime islamique depuis février 79, le velayat et faqih, c'est-à-dire la suprématie du juriste théologien sur la nature civique de l'État. Et donc la nature théologique du régime, c'est la raison pour laquelle on a vu abonder un certain nombre de vidéos où l'on voit de jeunes Iraniens courageusement faire tomber le turban des mollahs dans un mouvement de protestation sur le régime même qui est moins à Téhéran qu'à Qom, la ville historique donc de formation théocratique du régime. Et puis évidemment, ne jamais l'oublier, un régime iranien qui a perdu sur tous les dossiers de politique étrangère sur lesquels elle avait investi massivement. Elle a perdu 108 milliards de dollars avec la chute de Maduro, car un certain nombre d'avoirs financiers avaient été rapatriés à Caracas, le président Venezuela, pour échapper à ces sanctions. Elle a perdu ses soutiens traditionnels. La chute de Bachar el-Assad en décembre 2024 a sensiblement affaibli son expansionnisme vers la Méditerranée. Il y avait 25 000 gardiens de la révolution qui étaient présents en Syrie pour assurer la capacité de l'Iran d'être projeté en Méditerranée. La chute des Houthis, avec les frappes singulièrement efficaces de la Grande-Bretagne, des États-Unis et d'Israël sur le régime qui lui est proche, donc lié au mouvement des Houthis, et puis bien évidemment un affaiblissement, pour ne pas dire une éradication du haut vers le bas, depuis septembre 2024, du Hezbollah, du Hamas et des gardiens de la révolution qui ont été ciblés dans leur leadership. Je termine pour ne pas être trop bref. C'est une révolution à partir du moment où il y a un point de bascule. Et ce point de bascule, c'est si le système de répression, les 500 000 à 700 000 gardiens de la révolution et milices Basiji basculent. Et je vais même plus loin. Si le niveau des exécutants
décide de ne pas répondre aux ordres des chefs. Et c'est là où l'on verra la révolution, car la révolution n'est jamais exportée à l'extérieur. Il n'y a pas de solution d'un leadership, qui plus est, qui n'a plus lieu d'être depuis 47 ans. Je pense aux descendants de Mohamed Reza Shah, et donc Reza Pahlavi, qui prétend être celui qui pourrait incarner l'alternative. C'est un point important, et je crois que ça deviendra une révolution à partir du moment où il y a ce point de bascule. Dernier point, tu l'as dit, c'est parti du bazar, donc c'est pas l'intelligentsia du Téhéran Nord, ce ne sont pas les réformistes. On dit même que certains réformistes ont déjà basculé en soutien à le mouvement donc de révolte, avec Abbas Kaïdari qui connaît bien cette question. Nous nous sommes renseignés. Il se semblerait véridique que l'ancien président, entre guillemets réformiste, Hassan Rouhani, qui fut président de 2013 à 2021, et son ministre des Affaires étrangères, Mohamed Jawad Zarif, seraient sous surveillance, en fait seraient sous arrestation. Et donc on voit bien qu'à partir du moment où un ancien président, un ancien Premier ministre, Amir Mohamed Hossein, qui fut Premier ministre dans les années 90, ou Kamel Karazi, qui fut ministre des Affaires étrangères, décide de soutenir ce mouvement, on voit bien que c'est aussi une révolution de palais qui pourrait faire basculer les choses assez vite.